Voilà les bestioles. Comme il n'y a pas assez d'ombre, elles reviennent dans la baraque. Puis il y en a qui se sauvent. Il doit y avoir des trous. Regarde, ils sont heureux. Gérard Papillon élève des poulets à 11 000 km de sa Bourgogne natale, dans la jungle des Philippines. Donc ces poulets-là, 15 jours, 3 semaines. Dans 3 semaines, ils sont bons pour l'abattage. C'est une souche française. Alors, on essaye vraiment de le faire à la française, quoi. Je suis français, j'aime bien le bon poulet. Et puis c'est tout. On ne discute pas avec ça. Mais élever des poulets en pleine jungle, au bout du monde, comporte quelques dangers. Ici, pas de renards autour des poulaillers, mais des animaux bien plus exotiques. On a des soucis avec les pitons. Des pitons de 4 mètres, 15 kilos, des trucs comme ça. Qui rôdent autour des poulets. Bien sûr, et qui se prennent dans les grillages ou dans les filets. Hawak ng ulo, oo. Teka lang. Teka lang. Hoy, what? Mais tant qu'il y a des pitons, il n'y a pas de cobra. Le piton, c'est une morsure, oui, ça peut être infecté, mais c'est pas dangereux comme le cobra. Le cobra, c'est mortel. Pourtant, comme Gérard, plusieurs Français ont décidé de tenter l'aventure et de devenir des paysans du bout du monde. Élever des crocodiles au Sénégal. Des monstres pouvant peser jusqu'à 300 kilos. C'est le défi que s'est lancé Gérard Vartreau il y a 20 ans. Non, il y en a quelques-uns là-bas. Vous voyez? Ça, ce sont les bassins de reproduction. Et là, à cette heure-ci, ils sont dans l'eau, la majorité. Aujourd'hui, Gérard a près de 200 crocodiles du Nil sur son exploitation. Alors ça, ce sont les crocodiles qui ont 9 mois actuellement. Alors, il faut faire attention parce que ça mord déjà, hein, bien. Vous voyez les dents? À l'âge adulte, le crocodile a la mâchoire la plus puissante du règne animal. Il faut éviter de tomber dans l'eau. Parce que là, ce sont des plantes aquatiques qui flottent, des jassins d'eau, mais il y en a dessous. Et ils sont... T'es foutu. Pourtant, tous les matins, Gérard rentre sans protection sur ce territoire hostile pour récolter les œufs de crocodile. Isabelle a choisi une contrée moins dangereuse, mais tout aussi exotique. Dans la pampa uruguayenne, elle s'est lancée dans une drôle d'aventure. Hola. Bonjour, comment ça va? La production de fromage de chèvre, alors qu'ici, personne n'en mangeait. La première fois, les gens, oh, c'est quoi? Avec mon accent français, évidemment, ils étaient un peu, pas réticents, mais surpris, quoi. Qu'est-ce que vous êtes là? Vous êtes venu vous perdre en Uruguay? Son fromage de chèvre est super bon. J'adore celui-ci. Là, un coup à boire, un petit bout de pain, et en 5 minutes, il n'y a plus rien. De bons fromages pour lesquels Isabelle se bat au quotidien. Enfin, Patrice a posé ses valises en Arkansas, dans le fin fond des États-Unis. Il y en a déjà 3 là-dedans. T'as qu'à faire cette botte. Et au pays de la malbouffe, il a décidé de faire du bio. On ferme. Bon, ce soir, ça va pas être trop dur, mais dans 2 soirs ou 3 soirs, on va avoir des gros problèmes. On protège au maximum. C'est quelque chose dont on parle toujours avec les autres fermiers. Quelle va être la gravité du gel, quel soir? Mais cette année, Patrice va devoir affronter l'un des plus rudes hivers qu'ait connu l'Arkansas. De la jungle à la pampa, des grandes plaines à la mangrove, loin de nos terroirs, des femmes et des hommes se sont inventés une nouvelle vie. Pendant plusieurs mois,
nous sommes partis à la rencontre de ces paysans français du bout du monde. Cela fait maintenant 15 ans que Gérard a monté sa ferme d'élevage de poulets en pleine jungle, au nord des Philippines. Par 40 degrés, petit tour du propriétaire avec son fils Gaël, 17 ans. Il n'y a pas encore d'escargots. Une dizaine d'hectares. Oui, c'est la limite de la propriété ici. C'est tout ce qui a été replanté. Là, ici, bon, on ne le voit pas très bien, la bordure, mais c'est là. Gérard mène aux Philippines une deuxième vie. Belle vue. Regarde. C'est presque le paradis. Regarde, les hirondelles. Gérard a aujourd'hui 70 ans. Il a travaillé toute sa vie dans le bâtiment. Avec sa femme philippine Tina, ils ont tout appris sur le tas. Ok, tape. Donc là, les garçons vont sélectionner les gros poulets qui, à l'abattage, après abattage, vont donner des poulets entre 1,2 kg, 1,3 kg, jusqu'à 1,5 kg. On choisit les plus gros, autour d'1,5 kg. Aujourd'hui, on va en prendre 500. On a tout appris, puisqu'on ne savait pas. Parce que Tina était danseuse professionnelle. et moi, j'étais pas éleveur. J'ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans dans une ferme. Mais après, je suis parti. On s'est complètement inspiré de ce qui se fait en France, mais adapté aux conditions locales. À table. Tout le monde, everybody knows, à table. Tout le monde connaît ça. Gérard vit aujourd'hui avec la famille de Tina, sa femme. Je suis pas sa femme. C'est quoi? Ma compagne. 20 ans, oui. Ça fait 20 ans maintenant. Ouais. Et maintenant, elle a le sifflet pour m'appeler. Fais voir ton sifflet, tiens. Sans elle, la ferme n'existerait pas. C'est elle qui s'occupe de tout ce qui est production, marketing. Elle fait un peu tout. Elle est la femme à tout faire, voilà. Bah, on essaye. Ouais, c'est quelque chose nouveau pour tous les deux d'ailleurs. Ni lui ni moi, on n'est pas dans l'agriculture, mais on est arrivé quand même de le faire. Roger, j'ai soif. J'ai soif. Pastis. Pastis? Ok. C'est l'heure de l'apéro. Okay. Gérard a très vite initié son beau-père aux coutumes françaises. Je mets quelques glaçons. 1, 2, 3. Santé. Santé. Et c'est important ces échanges, enfin vous êtes imprégné maintenant de culture philippine, ouais. Française? Un petit peu, oui, parce que bon, la cuisine, le poulet, tout ça, ça fait un mélange assez drôle en fin de compte, pour tout le monde. Mais ici, Gérard ne rigole pas tous les jours. Demain, une grosse journée l'attend. Il doit honorer une importante commande, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Cap sur l'Amérique du Sud. Coincé entre le Brésil et l'Argentine, l'Uruguay. À quelques kilomètres des côtes de l'Atlantique, quelques vaches, une soixantaine de chèvres et une trentaine de brebis. Vicky, viens. Viens.
Isabelle vit ici depuis 6 ans avec ses 2 enfants, dont sa fille Tina, 13 ans. On est à 7 km de la ville, mais on est tranquille. On est au calme. Il n'y a pas grand monde autour. Ça me plaît. Il y a beaucoup de liberté en Uruguay, en fait. C'est ça que j'apprécie par rapport à la France. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien. Isabelle a découvert ce pays avec son père. Depuis, tous les matins, ses journées commencent par le rituel de la traite. Allez, salut les filles. On va attaquer. Isabelle travaille avec son fils aîné, Franck. C'est pas vrai ça. Isabelle, c'est sportif? Ce matin c'est sportif, il y a des matins comme ça. 2, 4, 6, 7, il en manque une. Allez les filles. Bien loin de la Côte d'Azur où elle a grandi, Isabelle mène ici une vie rustique. Je fais du fromage au lait cru, qui est, en Uruguay c'est quand même assez... C'est spécial parce qu'ici ils pasteurisent tout. Et les premiers marchés que je faisais, c'était... les gens avaient peur, ils s'éloignaient à 3 mètres du stand. Parce que? Parce qu'il y avait écrit français sur le panneau. Ça leur faisait peur? Ouais, ça leur faisait peur. Impressionné? Hein? Ben, je sais pas, les Français, ils me regardaient, ils détaillaient la française, elle a une drôle de tête, elle est bizarre, elle est pas comme nous. Mais bon, petit à petit, ça se démocratise petit à petit, on va dire. Après des petits boulots en ville comme serveur, Franck s'est finalement fait à la vie de paysan. C'est pour la vache. Avant, j'étais plus genre adolescent rebelle qui aime plus la ville et qui veut pas travailler à la maison. Mais bon, maintenant, j'ai grandi un peu, quoi, et je me suis dit que ça vaut la peine d'être là, quoi. J'aime bien quand il dit ça. Ouais. C'est bon à entendre ça, Isabelle? Ouais, j'aime bien. Isabelle profite de ces rares moments calmes, car dans quelques jours débute la période des naissances. Une période essentielle, car Isabelle veut agrandir son troupeau pour produire plus. De l'autre côté de l'Atlantique, un autre Français a choisi un endroit très reculé pour créer son exploitation. Le sud du Sénégal, sur les rives du fleuve Casamance. Gérard habite en Afrique depuis 40 ans. Il est à la tête aujourd'hui d'un domaine de 30 hectares. Un élevage de crocodiles, mais aussi une plantation de fruits tropicaux. Là, on va dans la plantation d'ananas. Il va y avoir une parcelle qui commence à mûrir. Donc on va couper pour les clients. À 70 ans, Gérard est sur le terrain tous les jours avec sa quinzaine d'employés. Alassane! Mané! On coupe des ananas! On est les seuls à produire des ananas en Casamance. Donc on a tous les hôtels. Toute saison, on a quelque chose à récolter. Soit des oranges, soit des pamplemousses, des ananas. Cette parcelle-là, ils sont pas très très gros. Je suis né à Paris. Donc, au départ, je n'étais pas destiné à la vie paysanne. Je suis vraiment un paysan dans l'âme. Bon, j'ai fait des études d'agriculture, mais je ne suis pas issu de famille paysanne. Donc j'avais pas de terrain, j'avais pas de ferme. Et puis j'ai trouvé ici, donc c'est bien. Mais pour répondre à la demande locale, Gérard a dû s'adapter aux cultures tropicales. Voilà. Tout ça sont les nouvelles plantations d'ananas.
Alors là, on est en train de couper les manguiers, la plantation de manguiers qui ne se vend pas. La mangue, ça ne se vend plus du tout, de façon à pouvoir continuer là. Salut! Salut. Ça va? Ça va bien. Continuer la plantation d'ananas, qui elle, est un fruit qui part très bien, qui a une forte demande. Ça, c'est la boutique de vente de fruits. Ben, on pèse, on les stocke ici, puis Antoinette est chargée de les vendre. 75 kilos d'ananas. 75 ananas, 50 oranges. Orange, vous m'avez dit 55. 55 oranges, pardon. Oui, on fait des pendentifs pour vendre aux touristes. Là, ça se vend bien. Dans le crocodile, on récupère tout, hein. La peau, la viande, mais aussi les œufs de crocodile. Et là, pas le choix. Pour les dénicher, il faut prendre des risques. Entrer dans l'arène. Vas-y, Georges, tu ouvres le cadenas. Là, ce qui peut arriver, c'est qu'une femelle est pondue et veuille défendre son nid. Fais voir, Georges, monsieur Dieu. Gérard, fais voir ta perche. À quelques mètres d'une vingtaine de crocodiles, Gérard n'a aucune protection. Au Sénégal, Gérard fait ce qu'il redoute le plus, la récolte des œufs fraîchement pondus par ces crocodiles. Bon, mets-le dans l'eau, Gérard. Mets-le dans l'eau. Difficulté supplémentaire, les femelles pondent souvent juste au bord de l'eau. Faut faire attention, oui. Oui, mais là, c'est pas meuble, hein. Donc, il n'y a pas eu de nid. Attention. Attends. Faut être vigilant. T'as pas le droit à un moment d'inattention avec ces... Toi là, regarde, apparemment il n'y a rien, mais à l'intérieur t'en as au moins une vingtaine. Ils sont juste à côté, hein. Et ils peuvent sortir très rapidement? Oui, comme une fusée. T'en as trouvé un, Georges? Il y a peut-être un nid. Ouais. Regarde, il y a des œufs. Bon, tu vois, ça se voit pas, hein. C'est... Tu les vois apparaître? Alors, il y a une particularité, c'est que l'embryon de crocodile s'accroche très rapidement dans l'œuf. Il se fixe des deux côtés. Alors, si on trouve les œufs tardivement, si on met les œufs après à l'envers, le crocodile va mourir à l'intérieur de l'œuf. Donc, tu en prends les œufs, on les remet exactement dans la position où on les a trouvés. On compte les œufs. C'est fini? 16, oui. 16, ok. Donc, il faut faire attention, tu vois, parce que quand c'est des trucs comme ça, tu peux avoir un crocodile qui est juste de l'autre côté, alors il faut bien regarder avant. C'est bon? Bon, finissez l'enclos, voir là, hein, et puis on va aller les déposer là-bas. On va aller mettre les œufs là-bas, en incubation. Gérard doit mettre les œufs à l'abri des prédateurs. 4 mois à attendre avant la naissance des bébés crocos. Alors toi, on marque la date, le numéro de l'enclos et le nombre d'œufs qu'on a trouvés. Et puis, pareil, on les remet dans la position où on les a trouvés.
t'as plein d'oiseaux, t'as des rats palmistes, enfin, t'as des jaunettes, des civettes, enfin, tout le monde aime les autres crocodiles en Afrique. Même nous, hein, j'en ai déjà mangé, c'est très bon. Alors après, on les recouvre. Dans 4 mois, ces crocodiles viendront grossir l'élevage de Gérard. Il tire une bonne partie de ses revenus de la vente des peaux. Plus c'est blanc, et plus c'est apprécié par les tanneurs. Et on va la mettre au sel. Comme les autres, cette peau servira à confectionner des sacs, des chaussures ou des ceintures. Mets-la bien droite. Une fois que c'est salé, tu vois, voilà. Ça devient ça. Et ça peut se conserver très 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 longtemps. Hein? Ah, peut-être assez. C'est une peau de 40 cm de largeur, c'est à 4000 francs du centimètre. Donc c'est une peau qui vaut 160 000. 240 € la peau. Le sac, il peut se vendre entre 5 millions jusqu'à 10 millions. Hein? Mais seulement, ils ont une sacrée technique de tannage. Hein? C'est garanti à vie, pratiquement. Jusqu'à 15 000 € le sac, une petite fortune à l'arrivée. On va faire un civet demain. Ah oui, c'est bien un civet. Reste encore la viande. Gérard la vend et se fait un petit plaisir. Oh, il y en a une qui est maniaque quand même. Entrez, rentrez, vous pouvez rentrer. Bon, maintenant on va aller chercher du vin. Ça, c'est une recette maison? Non, quand tu fais un civet, tu fais mariner dans le vin pendant toute une nuit. Ah ben c'est les Français qui ont inventé le coq au vin ou les civets, hein, je pense. Hein. Un vrai sel. Maintenant, il faut le mettre hors de portée des chats et des chiens. Ben, c'est de la viande, hein. Voilà. Il faut attendre le cuisinier maintenant pour nous préparer ça, demain. Tiens. Dans l'Amérique profonde, bienvenue dans l'Arkansas. Une des régions les plus vertes des États-Unis. C'est ici que Patrice, un Marseillais, a choisi de s'installer. Ah d'accord. Ah oui, ça c'est... C'est un vrai petit déjeuner. On a faim. Dot cookies. C'est très important là. C'est le fuel du fermier américain, le cookie. Comme tous les ans, Patrice se prépare à l'arrivée de l'hiver. Il doit sauver un maximum de cultures. Les premiers gels sont annoncés pour les jours à venir. Prenez toutes les grandes feuilles, les gars. N'hésitez pas et mettez tout ça dans la remise. Ici, une agriculture 100% biologique et tout se fait à la main. Ce sont des laitues françaises. La variété s'appelle Panis, qui est une très très belle laitue qui résiste à tout. En France, le bio est un petit peu marginalisé par rapport à la culture traditionnelle agricole française, conventionnelle, qui inclut des produits chimiques. Ici, on a les extrêmes, c'est-à-dire qu'on a un truc tellement horrible au niveau de l'agriculture qui est monstrueuse, qu'en fait, on se retrouve, nous, les bio, un petit peu comme le refuge, quoi. Un refuge qui a trouvé son marché aux États-Unis.
Avec à peine 3 hectares, Patrice gagne 5 000 € par mois, 3 fois plus que ce qu'il gagnerait en France. Ah ouais, bien le soleil, sympa. Pour l'épauler, 2 jeunes Américains venus apprendre ces techniques. Alors là, ce qu'on va faire, c'est pailler sur toute la longueur. Bob. Allez Bob, montre-nous ce que t'as dans le ventre. Souvenez-vous, essayez d'en mettre le moins possible dans les allées. Bob, lui, c'est un dentiste à la retraite qui adore faire partie du travail de la ferme. Donc, c'est sa manière de s'occuper. Donc, tout le monde est content. Et Bob, qu'est-ce que tu préfères faire? Le paysan ou le dentiste? J'ai été dentiste pendant 30 ans, alors un peu de changement, ça me fait du bien. Et en plus, il fait vraiment bon sous la serre. Grâce à ces serres, Patrice produit des légumes tout au long de l'année. Mais ici, c'est le gel qui dicte sa loi. Les tomates sont en sursis. On y va au seau. Prends tout ce qui est mûr. N'hésite pas, même à peine mûr. Lundi, après 2 gros gels, à mon avis, d'après mes connaissances en principe du gel et des températures qu'on va atteindre, c'est-à-dire à peu près -5, ben, tout ça sera noir. Donc on reviendra, on verra. Peut-être que j'ai tort, peut-être que non, peut-être que ça survivra. Patrice garde le sourire, mais il sait que les dégâts peuvent être énormes. À 30 minutes de ces serres, la maison où le Marseillais habite avec sa femme Karen. Elle est californienne. Hein? Et alors, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui? Là, on va faire une petite omelette au bled avec des champignons. Champignons? Tu as trouvé au marché, avec des blettes de 3. Ok. Plus ou moins. Avant de planter des tomates ou des laitues, Patrice vivait en Californie. Avec sa femme et leurs 2 enfants, il y menait une toute autre existence. On remonte une 5, 6, 7 ans en arrière et c'était mon existence précédente, quoi. C'est-à-dire corporate. Là, j'étais conseiller financier, travaillais pour American Express et costard-cravate, bon, gestion de fortune, je sais pas, des chiffres et des... Ça m'a permis de démarrer ma seconde vie avec un peu d'argent, avec pas mal d'argent. Et il a fallu vendre la maison, qui était une très belle maison, et se retrouver dans une roulotte, sur la route, pour aller rejoindre une existence qu'on ignorait absolument sur tous les points. Ça, ce sont mes premières tomates, pratiquement. Enfin, la fierté, tu vois, sur 30 tomates, c'est incroyable, parce qu'à l'époque, c'était vraiment l'arc-en-ciel, quoi. Avec des idées plein la tête. Je pouvais pas. Elle allait me chercher au fond du jardin à 10 h du soir avec une lampe de poche. On dit, allez, rentre à la maison. Ouais. Patrice a depuis fait son chemin. Malgré les grands froids, son entreprise se porte bien. À l'autre bout du globe, sous une chaleur accablante cette fois, une autre exploitation tenue par un Français est en plein essor. C'est celle de Gérard aux Philippines. La ferme de Gérard et Tina est aujourd'hui parmi les plus modernes du pays. Ici, le couple a tout conçu. Les machines viennent de France et peuvent abattre jusqu'à 1500 poulets par jour. Aux Philippines, Gérard est le seul à faire du poulet fermier. On prendra au hasard, comme ça. Bon, il y a très peu de gras. On a très peu de gras dans nos poulets. Très, très peu. D'après les analyses, on est entre 5 et 8% en général. Ils ont découvert ce qu'était un poulet fermier. Je pense qu'on est quand même assez fiers de ça. Un poulet à la française aux Philippines. Enfin. Mais maintenant, j'ai plus de raison de me plaindre. Chaque fois que je fais un poulet rôti, je n'ai qu'à me blâmer moi-même s'il n'est pas bon.
Gérard et Tina sont aujourd'hui les 3e producteurs du pays. Ils vendent dans tout l'archipel. Mais dans quelques heures, toute la production de Gérard va être menacée par un imprévu. En Uruguay, Isabelle ne produit pas encore en grande quantité. C'est du fromage de chèvre que j'ai fait il y a quelques jours. Mon père m'avait appris à faire du Saint-Marcelin au départ. Et en fait, mes premières recettes de fromage de chèvre, c'était sur la base du Saint-Marcelin, mais en lait de chèvre. Voilà. On va garder la moitié. Un petit peu de sel. Le sel, c'est le seul conservateur que j'utilise en fait. Aujourd'hui, Isabelle prépare une livraison particulière. C'est parti. En plus des marchés de la région, elle a un fidèle client. Le meilleur restaurant de Punta del Este, l'une des stations balnéaires les plus huppées de l'Amérique du Sud. C'est un restaurant gastronomique français, inscrit au Relais Château, la Bourgogne, en Uruguay, de Jean-Paul Bondou. Très chic, oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ça va bien? Ouais. Okay. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai du vache. Vas-y, et tu sors chèvre, dessus. Attends, on va faire mieux que ça. Mieux que ça, tu veux me présenter. Non, enlève. Faire ça bien quand même. On est en France là. On est en France, ouais. On est à la Bourgogne, on est en France. Bah oui. Exact. Voilà, tu mets ça comme ça. Voilà. Oh, maman. Oh là là. Oh là là. Tu mets tout un par un. Voilà, Aurélien. Regardez du romarin. Je fais très bien les fromages. Et les fromages, vraiment les crottins sont nettement au niveau du Chavignol, hein, sans problème. J'adore ces fromages. Une femme super, Isabelle, elle mérite le succès. Elle l'a déjà, à son niveau, elle a le succès. Après, bon, c'est sûr, on ne fait pas d'argent quand on fait du fromage en petite quantité. Non. C'est un peu un style de vie. Tout ce que tu mets là, tu me les donnes aujourd'hui. Alors tu peux amener tout avec ça. Là, il n'y a plus rien là. Il n'y a plus rien là. On reconnaît la paysannerie là. Non, je t'en fais cadeau. En voulant faire manger des fromages de chèvre aux Uruguayens, Isabelle n'a pas choisi une vie facile. Mais elle sait que ses efforts vont finir par payer. Retour au Sénégal. Tous les jours, Gérard fait son marché à Ziguinchor, en Casamance. Mais les poissons qu'il achète ne sont pas pour lui, mais pour ses crocodiles qu'il nourrit une fois par semaine. Il est où le bonhomme là 25 000 là. Oui, non, mais ça va pas. Si, ça va. C'est en Mais toi, tu veux quoi? Tu veux quoi? Le poisson, c'est pas facile. Le yaboy ou bien le guisou, ou bien le sombat, ou bien le tchekem ou brochette ou quoi? Les poissons pas chers. Les poissons pas chers. Non, c'est... Il y en a les roues. Ça coûte 7 500. Un panier comme ça, c'est 500. On veut 25 000. Oui, le panier à combien? 11 000. Ah non, c'est trop cher. Hein? Trop cher. Regarde. Ouais. Ah, comment vas-tu? Ça va bien. Ça va? Bien. En forme? Bien. Ça va. Toujours ici? Oui. J'étais à Saint-Louis. Hein, tu étais à Saint-Louis? Oui. Ça va là-bas? Ça va bien, Oui. à Marodette. Oui, elle est à la maison. Elle est à la maison. Je connais tout le monde. Mais c'est l'ami de mon papa. Ça, c'est combien? Hein? La dame, le panier 9 000.
Ah, le gars il nous a proposé à 7000 là. Ouais, d'accord, amenez-le, c'est 8000. 7000. D'accord, amenez-le. Panier bouffe-fesse, hein? Bouffe-fesse, ça veut dire panier bien rempli. Le pire, ce serait que les crocodiles nous disent, mais il n'est pas frais le poisson. Marché conclu, 10 € le panier. Le panier, hein? Bon, messieurs, merci. Gérald, viens. Gérald, mon ami. Oui. Attends. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci. Bonne journée. Ok. Oh. Mais c'est pour l'affluence. Regarde, t'en as un autre qui arrive à droite là. 4. Généralement en période de grand froid, en période de reproduction, donc quand ils s'accouplent, et en période de fonte, ben, leur appétit diminue des 4/5 pratiquement. Hein. D'habitude, ils mangent 400-500 kilos par semaine, en une fois. C'est l'heure du déjeuner aussi pour Gérard. Métis, j'ai des carpes. Hein. Le civet de crocodile est presque à point. Hein, tu sens là, ils sont en train de faire rôtir le crocodile, faire dorer, avant de rajouter le jus. Ça va être bon, madame? Oui, ça va être très délicieux. Ça va être très doux. La cuisine, c'est le royaume de Marie-Odette, l'épouse de Gérard depuis près de 40 ans. Il est 11h30, Marie-Odette. Pardon? Il est 11h, il n'est pas 10h30, il est 11h30. Bon, je vois pas bien. Hein. Donc, Gérard, il faut que tu changes de femme, je t'ai dit. Hein. Moi, j'y pense depuis déjà une vingtaine d'années. Il faut changer. Non, moi, je vous laisse. Ah non, Gérard, il n'est pas du tout cuisine, hein? Pas du tout, hein? Alors, Gérard, si je pouvais dire plus que 100% sénégalais, il l'est. En 40 ans de vie commune, je ne l'ai jamais vu sur le 40 ans. Il est toujours le premier à être dans les champs. Dernière touche finale, avant la dégustation de viande de crocodile, la spécialité maison. Ah, c'est le fameux crocodile, civet de crocodile. Civet de crocodile. Un petit crocodile. Gérard, tu t'en misérablement ton assiette. Ben, je vais reposer mon assiette parce qu'elle est lourde. Elle n'est pas pleine, mais elle est lourde. Bon. Le riz, source de vie. Il y a mes chats qui sont là. Les chiens, les chats. Merci. Tout le monde aime le croco. Oui. Ben, au goût, ça ressemble à du lapin. C'est la viande, du lapin ou du blanc de poulet. Hein. C'est selon. C'est une chair qui est blanche, qui n'est pas forte du tout. Quelquefois, elle a le goût de poisson, mais là, il est parfait. Il est parfait. C'est fait penser au lapin, là. Hein? Et la chose est très bonne. D'un bout du monde à l'autre, les contraintes changent. Aux États-Unis, ce samedi-là, à 5 h du matin, Patrice s'apprête à faire face aux intempéries.
OK. Let's do this, baby. Aujourd'hui, c'est en fin de saison, le dernier marché, avec un temps pourri. On va peut-être avoir des difficultés au niveau des vendeurs, au niveau des acheteurs. Le parasol va bien nous aider aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Si peu. C'est jour de marché à Fayetteville, la grande ville de la région. J'ai failli être tout seul, là. Ils sont tous partis. Pire que de la pluie, de la grêle. Là, on a de la gelée, de la grêle qui tombe, là. Tu vois? C'est pas très bon signe, ça. non, là, ça commence vraiment à faire un peu Sibérie, là. Dans un marché quasi désert, quelques fidèles clients passent voir Patrice. Vous les trouvez comment, ces produits? Géniaux. C'est un super mec pour faire du business. Lui, il vient pratiquement toutes les semaines. Je suis là chaque semaine. Je ne manquerai ça pour rien au monde. C'est lui qui a les meilleurs légumes biologiques. Et en plus, il prend le temps d'expliquer aux autres comment produire biologiquement. Et je trouve ça super. Merci. Même s'il n'y a personne, il faut être prêt. Même si la salle est vide, il faut quand même faire la représentation. Bonjour, me voilà. Hey. J'ai de la très bonne salade française. Elle a très bon goût. Je vais en prendre une comme ça. Donc des épinards, des tomates, une salade, 6, 9 $. Merci. Malgré le froid polaire, Patrice s'en sort plutôt bien. Pour l'instant, je contrôle les niveaux. Je suis à 300 derrière la voiture, c'est-à-dire 300, 400, 40, 60, 480, donc je suis pratiquement à 500 $, ce qui est pratiquement un marché normal. Un marché normal, c'est 600, donc je suis presque au niveau normal d'un marché complet, quoi. Avant de rentrer chez lui, Patrice tient à voir l'étendue des dégâts. L'Arkansas a connu 2 nuits de fort gel. Je serais vraiment surprise si elles ont survécu. Mais en fait, au look des plantes ici, déjà dehors, je vois que c'est pas un gel très dur. Donc c'est peut-être pas aussi grave. Les tomates. Les tomates, c'est quand même pas des navets. Ah oui, d'accord. Oui, non. Non. Il faut quand même pas exagérer. Les tomates, elles sont parties au paradis. Ouais. Oui, d'accord. Ah, voilà. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est c'est net. C'est mort. Le massacre est officiel. Donc effectivement, on descend à -5 sur les tomates et puis bon, c'est le massacre général. Il fallait peut-être que j'aille déposer un cierge, mais je ne l'ai pas fait et voilà. Patrice paye cher son choix de vivre au bout du monde. Des mauvaises surprises. Aux Philippines, Gérard en a aussi. Problème. Petit problème. Ben, apparemment, on a une coupure de courant d'électricité. En Europe, ça marche tout seul, on appuie sur le bouton, ça marche. Ici, on appuie sur le bouton, puis ça marche pas. C'est quand même relativement courant. Et c'est des surprises désagréables. C'est la grande lessive. Pas d'électricité et donc pas de froid. C'est toute la chaîne de production qui est menacée. Ben, si ça dure trop longtemps, le seul moyen, c'est de tout faire en découpe et de tout passer au... Can we run
De blast freezer, non. On peut pas faire tourner le blast freezer non plus. Mais on est bien embêté. Vous risquez de les perdre? C'est une éventualité. C'est une éventualité et on n'a pas le choix. Hein. Quoi faire? Voilà. Et Gérard n'est pas au bout de ses peines. Quelques heures plus tard, la situation s'aggrave. Un orage éclate et le dernier générateur lâche. C'est quoi le problème? Ah, mon Dieu. Gérard, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Le mécano, c'est lui. Hein. Il y a une panne, laquelle? Je pense qu'ils ont fait une connerie quelque part, tu vois. S'il veut sauver ses poulets, Gérard n'a que quelques heures pour trouver une solution. Il pleut encore aux Philippines. Et le générateur de Gérard est toujours en panne. Prends la lampe, Roger. Putain. Mais ça, c'est un robinet de vidange. Il est bloqué. Tiens, regarde. On a assez d'huile? Non, pas assez? Peut-être tout simplement un manque d'huile. Ok. Bon. Pas simple? Non, pas simple. Gérard doit aller au plus vite au prochain village pour espérer en trouver. 200 pesos per liter. Bien. Là, on va chercher de l'huile. Parce qu'il n'en a pas en stock. Ça me... Ça me met, en bon français, les boules. Mais un dimanche, dans ce pays très catholique, difficile de trouver un magasin ouvert. Let's see. On va voir. À mon avis, il faut aller à Banguette. Caltex. C'est tout fermé, Jean? Ouais. On est dimanche. Pour vous, il n'y a pas de dimanche? Ben non, mais pour eux aussi. Et pour vous? Non. 25 km plus loin, la première boutique ouverte. Allez. Bonjour. OK? Allez. En match. Combien? 10. 10? You give me Vous me 5. rendez 50? Bien. Pas besoin d'une calculatrice? Demain matin, première heure, il va faire une vidange et il va peut-être rajouter de l'huile tout de suite dedans. Et faire une vidange demain, parce qu'il ne se rappelle plus quand est-ce qu'il a fait la dernière vidange. Parce qu'il ne l'a pas marqué. Ça peut bousiller la machine? Bah ouais, s'il n'y a pas d'huile dans le moteur... C'est quand même un engin qui coûte plus de 200 000 pesos. Hein. 4 000 € la machine, il en faut plus pour contrarier Roger. Il a besoin de la lumière. Aussitôt revenu à la ferme, le beau-père de Gérard répare son oubli. Ok, Roger. Un souci en moins. Allez. Ça va. Ok. Mais demain, Gérard va devoir affronter une journée qu'il redoute. Prendre la route pour Manille, la capitale, une jungle d'un autre genre. Dans l'Arkansas, Patrice aussi a une préoccupation, mais elle est bien différente. Les fêtes de fin d'année approchent et aux États-Unis, un mois avant Noël, c'est Thanksgiving, le jour où tous les Américains se retrouvent en famille autour d'une dinde. En défenseur du bio, pas question pour Patrice d'acheter l'oiseau dans un supermarché. On est chez Cathy,
qui est une de mes anciennes élèves d'ailleurs, mais qui a décidé en fait de se lancer dans la production de dinde et de poulet frais. Petite échelle. Donc là par exemple, c'est 15 livres. Bon, c'est à peu près la taille qu'on va peut-être que c'est la nôtre, on va voir. 15 livres, c'est-à-dire quoi, 7-8 kilos. Ça, c'est bon. On va avoir de quoi bouffer, quoi. C'est 4 fois le prix d'un supermarché, c'est-à-dire qu'on tourne à peu près à 80 $. 80 €. 80 € pour une dinde, je veux dire, bon, c'est beaucoup d'argent, mais pas vraiment, quoi. C'est là où on veut dépenser notre argent. C'est comme vos légumes, un peu. Exactement. C'est au niveau d'une tête de laitue qui se vend 4 € au lieu de 2, je veux dire. Et puis, c'est comme ça qu'on se soutient, quoi. C'est qu'on n'hésite pas à ce niveau-là. OK, allez. On emmène l'oiseau. Karen aussi est sur le pont. Des herbes sauvages pour assaisonner la dinde et elle retourne au fourneau. La fameuse dinde qui va cuire doucement pendant quelques heures. À 6-7 kilos, il faut quand même une cuisson lente. Donc, ouais, c'est un peu comme le Noël sans Père Noël, quoi. La dinde, il la faut, quoi. Les légumes de Patrice pour accompagner la dinde de 8 kilos. Et on va commencer à la découper. Alors, je ne suis pas vraiment un artiste de la découpe, mais bon, on va improviser un peu. Mais quand j'ai un peu l'habitude, c'est pas ma première dinde. Ça, c'est toujours l'homme qui coupe la dinde. Ah oui, ça m'a Une répartition des tâches. Même si c'est le jour de repos et il fait rien, il va faire ça. Voilà. Patrice est désormais rompu à l'exercice. Les traditions américaines n'ont plus de secret pour le Marseillais. Merci à tous d'être ici. Donnons-nous la main. Merci Seigneur de nous avoir tous réunis aujourd'hui. Merci pour tout ce que nous avons dans nos vies. Amen. Depuis qu'il a fait le grand saut dans sa vie, Patrice n'a jamais regretté son choix pour cette terre, du bout du monde. What's in the dressing? The wild rice, the cornbread. En route, chef. Dans le nord des Philippines, Gérard et Tina entament un long voyage. Bye bye. Hanggang Maynila. Ils quittent leur province d'Abra pour Manille, la capitale, une ville que Gérard redoute. Manille, c'est plus de 20 millions d'habitants, c'est le port central, c'est les aéroports. Là, on a 95% de notre marché pour les poulets. C'est Manille. Manille, ses gratte-ciel, sa pollution et son trafic, jour et nuit. La circulation à Manille devient absolument infernale. Infernale, infernale, infernale. Après une journée au volant, Gérard arrive enfin à destination. Youhou! Ouf! C'est fatigant, Manille? Ouais. Très fatigant parce que vous vous rendez compte, on a presque mis l'autoroute pour faire 200 km, on a mis 220 km, on a mis à peu près 2h30. Et là, pour faire 25 km, on a pratiquement mis 3 heures, quoi. Donc c'est un peu énervant. On est mieux à la ferme? Et très fatigant. Oui, on est mieux à la ferme. Nettement mieux. Le restaurant, il est où? Il est dans cette grande tour? Là, dans cette grande tour, au penthouse, tout à fait en haut. Tout à fait en haut.
Dans un quartier flambant neuf. Hello. Une adresse courue et un bon client pour Gérard et Tina. Voici la table qu'on vous a réservée. Voilà. C'est chic, hein? C'est chic pour le poulet, non? Jordi, le chef, ne jure plus que par les poulets de Gérard et de Tina. Pour moi, la plupart des plats à base de poulet n'ont pas vraiment le goût de poulet. Aux Philippines, cette viande est très fade. Mais avec ce produit, on est heureux, parce qu'il sent vraiment le poulet. Et ça fait la différence. On redécouvre le goût du poulet. Des plats que Gérard et Tina sont fiers de faire découvrir à leurs amis. Santé. Cheers! Bon appétit. Bon appétit. Merci. C'est bon. Very good. Ça va, ça va. Quand la nuit tombe aux Philippines, le jour se lève en Uruguay. Dans la ferme d'Isabelle, c'est l'effervescence. Des naissances dans tous les coins. Et cela, Isa? C'est ce matin, ça. Ça, j'ai trouvé dans le campo dehors tout à l'heure. Et ça, c'est né il y a pas longtemps. Ils ont quoi? Ils ont quelques heures, là? Ouais, c'est ça. Ça, c'est une femelle et ça... Ben, ça aussi, 2 femelles. Allez. On va biberonner tout ça, là. Allez, mes bouchons. Mais... Allez, bébé. Ouais, c'est tout né hier, ça. Là. Allez, là. Ça n'a pas bien tété encore, faut leur apprendre. Dans 2-3 jours, ce sera plus les mêmes. J'ouvrirai la porte et ils viendront boire tout seuls, en fait. Je suis pas une bonne éleveuse, moi, parce que je suis trop... J'allais dire trop sentimentale. Je suis trop... Il faut aimer les bêtes, mais il faut être un peu indifférent. Et j'ai du mal à être indifférente. Mais bon. Allez. Vous, là. Pas le temps de souffler. À l'extérieur, une autre chèvre, mais bas. C'est Blondie qui va mettre bas. Elle était en train de pousser il y a 5 minutes. Si elle a besoin d'aide, je l'aiderai, mais sinon, en principe, elle met bas toute seule, en principe. C'est bien. Oui, ça y est, c'est passé la tête. Voilà. Oui, tout taché. Oh. Il y en a un autre qui a mis bas pas loin, là. Hein. Franck, tu vas voir? Un mâle. Ça me fait plaisir, je suis contente. Malgré beaucoup de complications, parce que c'est pas facile, eh ben on arrive quand même. Hein. Pour Isabelle, la récompense de tous ses efforts et l'espoir de produire plus de fromage. Notre voyage à la rencontre des paysans français du bout du monde s'achève au Sénégal. En Casamance, après 40 années d'Afrique, Gérard, le titi parisien, est toujours un homme heureux. Paysan du bout du monde, c'est sa vie. Ma vocation d'agriculteur n'a jamais dévié. Une fois que j'ai découvert ce métier, ben, j'ai été accroché complètement. Aucun regret? Ah non, aucun regret. Ah non. Oh, non, vous avez vu comment on vit ici. On vit à la maison, on vit à moitié à la française et à moitié à la sénégalaise. On a réussi à faire un équilibre.
Le midi, on mange sénégalais, le soir, on mange français. Non, il y a un équilibre à avoir, et puis si tu arrives à le trouver ou à le faire, t'as pas grand-chose qui manque par rapport à la France. Comme lui, que ce soit en Afrique, en Amérique ou en Asie, des hommes et des femmes ont fait le pari de tenter l'aventure ailleurs. Sur des terres lointaines, ils se sont inventés un nouveau destin.